C'est quoi être un héros? Se distinguer par un exploit, solitaire ou collectif? Faire preuve de courage, animé par un sens aigu du devoir? Est-ce peut-être les spectateurs, qui cherchent à projeter sur certains des désirs, des valeurs et des fantasmes dans des moments difficiles, afin de se rassurer? Est-ce peut-être les deux? Si je regarde dans le dictionnaire Le Petit Larousse, les mots héros et héroïne ont 3 définitions. Si les 2 premières rappellent des choses convenues pour chacun, la 3e, elle, m'intéresse un peu plus. Personne à qui est arrivée une aventure, qui a joué un rôle principal dans une certaine situation. Qui a eu le rôle principal? Comment l'histoire choisit ses personnages principaux? Pour tenter de répondre à cette question, j'ai choisi de me tourner vers un événement devenu mythique. Un événement, symbole de la défense du pays et qui a marqué la mémoire de ses acteurs et des spectateurs sur plusieurs générations. J'ai donc pris la voiture avec mon équipe, direction l'Est de la France. C'est ici, sur la rive droite de la Meuse, qu'au début de l'année 1916, commença une bataille de 300 jours sur un front d'à peine 20 km. Un lieu qui porte plus de 100 ans après les stigmates de combat d'une violence inouïe. Une bataille qui restera dans l'histoire. Verdun. Qu'est-ce qui a rendu Verdun si spécial? Qu'est-ce qui a marqué ici plus qu'ailleurs les acteurs mais aussi la mémoire collective? Comment cette bataille est-elle devenue un événement majeur de la Première Guerre mondiale? Et ses acteurs, les personnages principaux de l'histoire? Pour commencer à remonter le temps, je vous propose de suivre le parcours de Charles Delvert. Il est né à Paris en 1879 de parents artisans. Issu d'un milieu modeste, il réalise l'exploit de s'émanciper de sa condition sociale par un parcours scolaire brillant. Il obtient une bourse pour aller au lycée et rentre à 20 ans à l'École normale supérieure. Il devient ainsi professeur d'histoire-géographie. Il grandit également dans une robe relativement calme. Le vieux continent n'a effectivement pas connu de conflit majeur depuis 1871. Cette période est propice au développement intellectuel et économique. Cette belle époque est aussi celle qui malmène les hommes et leur force de travail dans des usines ou des mines de plus en plus grandes, de plus en plus peuplées. Une période à l'image d'une concurrence qui s'accroît dangereusement entre les grandes nations européennes à l'aube du XXe siècle. Une poudrière qui s'embrase à l'été 1914. Ainsi, le 2 août 1914, comme 3,5 millions de jeunes Français, Charles Delvert est mobilisé. C'est toute une génération qui doit quitter son chez-soi la veille de la moisson. Lui est officier de réserve depuis ses 20 ans. Il est nommé lieutenant au sein du 101e régiment d'infanterie. Le professeur d'histoire troque ses cahiers pour les armes et une guerre qu'il espère courte, comme tous les autres. Arrivé en mai 1916, Charles a déjà été blessé 2 fois au combat. Une première fois en août 14, puis une seconde en Champagne en 1915. Promu capitaine, il commande une compagnie. Lui et ses hommes sont envoyés à Verdun, sur les bords de la Meuse, où les Allemands ont déclenché depuis 3 mois une terrible offensive appuyée par un feu d'artillerie hors du commun. Avant d'aller plus loin, il est important de comprendre pourquoi l'état-major allemand considérait Verdun comme un objectif prioritaire. Pourquoi Verdun? Fin 1915, les empires centraux combattent sur plusieurs fronts, notamment à l'est contre les Russes et à l'ouest contre l'Entente. Le Kaiser Guillaume II et son chef d'état-major, le général von Falkenhayn, sont persuadés que la victoire s'écrira sur le front de l'Ouest, et qu'une attaque dans la zone de Verdun peut être décisive car elle s'appuie sur 3 points majeurs que j'ai baptisés MSN. M pour moment. En 1915, la France sort d'une année où le général Joffre a mené de nombreuses offensives, coûtant la vie à 370 000 soldats, soit 31 000 par mois. L'état-major allemand pense qu'à ce moment-là, la France est à bout de souffle et imagine l'écarter du conflit pour fissurer l'entente avec la Grande-Bretagne. S pour stratégique. Verdun est jugé par les généraux allemands comme une solide rampe de lancement pour les potentielles offensives françaises qui pourraient couper les liaisons entre les corps de l'armée allemande. En effet, cette zone est située juste à la frontière entre les 2 pays et est munie de nombreux et puissants forts. N pour nœud logistique. Oui bon, j'ai un peu triché sur celle-là. Le secteur de Verdun avait déjà fait l'objet d'un projet d'offensive, notamment sur les forts, dès le début de la guerre. Une idée qui, par manque de moyens, avait été avortée.
Cependant, elle avait eu pour mérite de développer un solide réseau de chemins de fer, très pratique pour acheminer hommes et matériel. En plus de cela, les Allemands l'ignorent mais les Français considèrent le secteur de Verdun comme relativement calme. Ils l'ont donc dégarni de troupes, particulièrement dans les forts, afin de renforcer d'autres secteurs plus au nord en prévision de nouvelles offensives. Ainsi, le 21 février 1916, le plan du général Knobelsdorff est prêt à déchaîner l'enfer sur les troupes françaises. C'est dans ce contexte qu'en mai 1916, Charles Delvert, maintenant capitaine, arrive avec ses hommes dans le secteur de Verdun. Pour mieux comprendre son parcours, j'ai été chanceux. Le mémorial de Verdun m'a contacté, m'a proposé de me mettre à disposition leur musée, leurs réserves ainsi que leurs historiens spécialisés. Une proposition que je ne pouvais bien sûr pas refuser. Alors après avoir fait un premier tour global du musée et de ses ressources, j'ai rencontré Nicolas Zubac. Nicolas est historien pour le mémorial et connaît par cœur les champs de bataille de Verdun, ses grands monuments comme ses plus petits recoins. Il nous emmène dans un endroit clé du champ de bataille, le fort de Vaux. Quand Charles Delvert arrive avec sa compagnie fin mai 1916, sa mission et celle de ses 170 hommes est de préserver le retranchement R1. Cette position construite avant-guerre a pour objectif de protéger l'ouest du fort de Vaux, place forte du champ de bataille. C'est donc pour cerner l'intérêt stratégique et tactique de celui-ci que Nicolas nous y emmène. Tu vois, tu devines à l'arrière dans les brumes, là, la plaine. Oui. C'est la plaine de la Wavre, c'est le nom de cette plaine-là. C'était une plaine, c'était un espace frontalier. Alors qu'à l'époque, tu vois, le terrain remonte à l'arrière-plan, hein, c'est un peu dans la brume. C'était l'Allemagne à l'époque. Donc on voit très bien pourquoi choisir Verdun pour y construire des forts. On est sur ce plateau qui domine cette plaine, voilà, qui permet d'ouvrir cette plaine en direction de l'Est, la vue en direction de l'Est. Et donc c'est pour ça, on comprend bien, voilà, on voyait l'Allemagne à l'époque, c'était la frontière. Ce que nous comprenons donc, c'est l'intérêt stratégique du fort de Vaux, intérêt qu'avait très bien compris l'état-major allemand. Le 21 février 1916, c'est le déclenchement de la bataille. Donc les Allemands avaient rassemblé ici à 8-10 km au nord de l'endroit où on se trouve, dans cet arc de cercle qui s'ouvre devant nous, derrière les plateaux qui n'étaient pas boisés à l'époque, ou partiellement, jusqu'à la plaine, tu vois la plaine qui est à l'est. Les Allemands avaient rassemblé 1200 canons et ils ont bombardé non-stop le 21 février 1916, donc de 7h15 du matin à 16h. Alors pour te dire, en termes de bombardement, les forts avaient été particulièrement visés, parce que l'objectif des Allemands, c'était de faire tomber le plus rapidement possible la place fortifiée de Verdun, en s'emparant des forts de la rive droite de la Meuse, donc le périmètre sur lequel nous nous trouvons. Donc dès le départ, ils ont été particulièrement bombardés par l'artillerie lourde, et donc on va s'en rendre compte, ça avait déjà été le cas avant le déclenchement de la bataille. Au matin du 21 février 1916, 1200 pièces d'artillerie sur un front d'à peine 20 km vont tirer sans discontinuer pendant presque 9 heures. Dans les premiers jours de l'offensive, les Allemands avancent de 8 km, s'emparant notamment du fort de Douaumont. Mais malgré tous ces moyens, Verdun n'est pas tombé. C'est pas la plus meurtrière, tu viens de le dire, tu as tout à fait raison. Les batailles que tu vas avoir, la Somme en parallèle fait plus de morts. Oui. Mais sur la Somme, tu es sur 700 km², donc c'est déjà plus étendu. Ici, si tu veux, c'est un grignotage. En fait, Verdun, c'est tellement particulier parce que tu as une disproportion en fait, entre le nombre de canons et l'étroitesse du champ de bataille. Il y a trop de canons par rapport à la surface. Tu as une surenchère. C'est une surenchère. Et je vais pas être provocateur, mais c'est pas ici qu'on a gagné ou qu'on a perdu la guerre. Et les états-majors en présence, les Allemands l'espéraient dans un premier temps, qu'on gagne la guerre ici, parce qu'il fallait prendre la ville et ça permettait de remporter un succès qui aurait incité les Français à demander la paix. C'était ça le but, en fait, recherché. Mais une fois que le but n'a pas été atteint, ça s'est transformé en bataille de prestige. C'est-à-dire que les Allemands qui avaient pris le fort de Douaumont avaient annoncé finalement, de manière prématurée, avec la chute du fort de Douaumont, que la ville allait tomber rapidement. Donc la population allemande attendait, il faut que ça tombe. Et de l'autre côté, l'état-major français, à partir du 24 février 1916, et ensuite ce dans quoi va être totalement d'accord le gouvernement, il dit on tient. Donc ça devient une bataille de prestige. Un prestige militaire pour les généraux Joffre et Castelnau, mais aussi politique, puisque l'on sait aujourd'hui qu'Aristide Briand, le président du Conseil à ce moment-là, a exhorté les militaires à tenir la rive droite de la Meuse. Une décision dont les deux parties connaissaient les conséquences humaines et matérielles. Quand tu montes sur le champ de bataille de Verdun, déjà le champ de bataille, tu sais, quand tu t'en approches, tu l'entends à des dizaines de kilomètres. Le bombardement, tu l'entends à une centaine de kilomètres. Ça fait un ronronnement très très lointain. Quand tu le vois également, parce que de nuit, c'est comme si tu avais un immense feu d'artifice sur un plateau au loin. Et puis de jour, tu vois, tu as une sorte de couche de fumée rampante comme ça, avec ponctuée généralement par des explosions très marquées, qui marquent les impacts des plus gros obus. Et quand tu arrives à 15 km, tu le sens, ça sent le cadavre à 15 km avant d'arriver.
Et c'est pour ça que les types, en fait, il était très important de fumer. C'est pour ça que tu regarderas les photos des poilus. Souvent, ils ont une pipe ou une cigarette. C'est le stress, hein, évidemment. Mais c'est surtout pour s'imprégner de l'odeur du tabac. En fait, parce que l'odeur est tellement nauséabonde que c'est fondamental. Il y a les Britanniques qui disent une chose pendant la guerre. Ils disent, dans ton barda, tu peux tout oublier, sauf les allumettes. Dans cet échange avec Nicolas, je comprends que le mythe de Verdun ne tient pas à son importance stratégique, ni même au nombre de soldats qui ont perdu la vie, puisque d'autres batailles comme la Somme ont fait plus de victimes. Mais alors pourquoi ce mythe ? En réalité, le raisonnement de Verdun dans la mémoire collective vient plus de la proportion des soldats français qui vont participer à la bataille. Le 15 juillet 1916, 70 divisions françaises étaient montées au front quand côté allemand, ce nombre était de 43. Ce que les historiens appellent aujourd'hui la Noria est un roulement permanent des divisions qui montent et descendent du front. Sur la centaine de divisions qui composent l'armée française en 1916, 73 sont montées au moins une fois à Verdun. Ce que l'on peut retenir, c'est que cette idée d'une bataille décisive pour protéger la France s'amplifie avec cette Noria qui a brassé les 3/4 des effectifs de l'armée française. Ces deux facteurs sont déterminants dans la place particulière qu'occupe Verdun dans la mémoire collective, car quasiment chaque famille française a au moins un ancêtre qui a pris part à la bataille. Mais alors si Verdun se décide comme une bataille décisive dans la mémoire française, qu'en est-il côté allemand ? Pour en apprendre plus, je contacte l'historien Nicolas Patin, maître de conférence à l'université Bordeaux-Montaigne, spécialiste de l'histoire allemande de 1914 à 1945. Il faut rappeler un truc un peu basique, mais c'est que les Allemands combattent sur plusieurs fronts. C'est-à-dire que sur les 13 millions de soldats qui se sont battus en 14-18, il y en a la moitié qui ont combattu sur plusieurs fronts. Donc nous, côté français, il y a toujours cette idée qu'on a le front ouest, la bataille de la Marne, la bataille Arras, le chemin des Dames, etc. Mais côté allemand, c'est toujours dynamique, où au moment où en fait a lieu Verdun en 1916, a lieu aussi, par exemple, sur le front est, la grande offensive Roussilov. Donc, si tu veux, les Allemands ne sont pas toujours focalisés sur une bataille. Ils ont plusieurs fers au feu, c'est le cas de le dire. Dès le 1er juillet 1916, bien sûr, la bataille de la Somme, qui est une bataille très importante pour les Allemands. Donc, de ce point de vue-là, Verdun, c'est très important pour les Allemands, mais c'est à insérer dans l'ensemble des batailles qui ont lieu au même moment. Le deuxième point, c'est que Verdun est une offensive allemande. Et donc, elle ne va pas être une surface de projection comme en France, où en France, c'est une bataille de défense, où en gros, les soldats français, pour certains, ont l'impression de revivre un peu ce moment de 1914 de défense de la nation contre l'agression allemande. Mais en revanche, il y a des infos qui percent, comme quoi Falkenhayn aurait juste voulu saigner à blanc l'armée française, mais sans réellement vouloir pousser son offensive jusqu'au bout. Alors oui, les Allemands percent de 8 km, etc. Donc on voit que là, il y a un problème, c'est que Verdun a un statut un peu ambigu. Et pour le dire à la mode française, je dirais qu'il y a un peu de chemin des dames dans le Verdun allemand. C'est-à-dire le chemin des dames, c'est cette bataille, cette offensive de 1917 menée par Nivelle, qui est un massacre, qui est un grand scandale, qui va s'insérer ensuite dans les refus de guerre de 17. Et dans la mémoire française actuelle, chemin des dames, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire gâchis, nullité du commandement militaire. Dans le Verdun allemand, et c'est pas pour rien que Falkenhayn va être démis au profit de Hindenburg et de Ludendorff, il y a un peu de ça. C'est un peu quand même le gâchis des hommes dans une bataille qui ressemble à l'enfer sur Terre. L'enfer sur Terre. Charles Delvert et sa compagnie arrivent au retranchement R1 au soir du 31 mai 1916. Au moment de notre venue, le mémorial nous a donné accès au journal de Charles Delvert. Ce petit carnet, que je tiens entre mes mains, Charles prenait le temps d'y noter quotidiennement les événements vécus par ces hommes et lui. Ce témoignage exceptionnel et intime nous permet d'avancer un peu plus dans la compréhension des événements. Il écrit ces lignes le 1er juin 1916, au lendemain de son arrivée sur le front. Ce matin, à 8 heures, nous vîmes en avant de nous sur les pentes du plateau de Hardomont les fantassins allemands sortir comme des fourmis quand on a frappé du pied dans une fourmilière. Ce que voit le capitaine est le début de l'offensive allemande sur le fort de Vaux, qui a pour objectif de prendre les retranchements autour du fort en prévision d'une attaque sur la structure principale. Delvert et ses hommes sont pris pour cible, mais tiennent leur position. 14h30. Ils ont prière d'eux. Notre gauche est menacée de tourner. Maintenant, seul le ravin nous sépare d'eux. Allons-nous être cueillis comme dans une souricière? L'aspect de la tranchée est atroce. Partout les pierres sont ponctuées de gouttelettes de sang. Par place, des mares de sang.
sur le parado, dans le boyau, des cadavres raidis couverts d'une toile de tente. Une odeur insupportable empeste l'air. Après cette première attaque des troupes allemandes sur le secteur, c'est désormais le fort de Vaux qui est menacé dans la nuit. La place forte est abondamment bombardée en prévision d'une attaque au matin. Et donc les Allemands, voilà, dans le cadre d'une très grosse attaque qu'ils ont amorcée la veille, s'élançant du plateau, tu vois, derrière à l'arrière-plan, hein, et du village de Vaux en contrebas, qu'ils avaient conquis donc, dans la deuxième moitié du mois de mars, ils vont déclencher cette très grosse attaque en 2 temps. Leur objectif, c'était d'abord de conquérir le terrain qui était à gauche du fort, à l'ouest du fort, pour ensuite, dans les heures qui suivent, attaquer frontalement le fort. Et donc dans le fort, à ce moment-là, eh bien, il y a une garnison qui est commandée par un officier qui s'appelle donc Sylvain Eugène Raynal, commandant. Et ce commandant-là, et c'est ça aussi qui ne sera pas raconté par la propagande après les événements, c'est pas du tout un connaisseur de fortification. On avait attribué le commandement des forts à des officiers qui étaient devenus inaptes au service en tranchée, soit parce qu'ils étaient blessés, soit parce qu'ils étaient atteints par la limite d'âge. Et en fait, l'idée, c'était de faire régner une sorte de règlement de caserne à l'intérieur, de maintenir une discipline. Et cet homme-là, qui était courageux, Raynal, il avait été blessé 3 fois en 1914-15, il ne pouvait plus passer, il ne pouvait plus commander en tranchée. C'est lui qui se retrouve avec ces hommes-là sous ce bombardement. Ça fait une semaine qu'il arrive au fort. Hein. L'inexpérience de ce commandant Raynal est, vous le verrez, un élément déterminant à prendre en compte dans les jours qui vont suivre. Et les Allemands arrivent et ils sont conscients d'une chose, il faut réduire, pour monter sur le dessus du fort, là on se trouve, il faut réduire, s'emparer des 2 blocos. Et malheureusement, le temps que les défenseurs français sortent sur les dessus, parce qu'en fait on avait très peu aménagé, c'est aussi des négligences dans les semaines qui ont précédé, donc ils sont sortis par une sortie bien difficile pour occuper les dessus du fort, ce qui fait que les Allemands sont arrivés à très courte distance. Au matin du 2 juin, alors que le jour ne s'est pas encore levé sur le champ de bataille, les Allemands attaquent donc les 2 postes avancés du fort. Des combats violents s'engagent avec les défenseurs français. Ils vont durer plusieurs heures. Après la perte d'un premier blocos, une vingtaine de soldats allemands vont réussir une première percée sur le dessus du fort. C'est alors dans une grande confusion que les défenseurs se replient utilisant les souterrains qui rejoignent la zone centrale du bastion, abandonnant le second blocos. C'est ça qu'on dira après, enfin qu'on ne dira pas dans le mythe, parce qu'il ne s'agissait pas de ternir un peu la résistance héroïque qu'allaient offrir les soldats français à l'intérieur. C'est simplement, mais pourquoi ils étaient 600, pourquoi ils n'ont pas contre-attaqué pour déloger ces 20 malheureux, voilà, cette vingtaine, trentaine de bonhommes qui étaient là à cet endroit-là. Tu vois, c'est une logique qui est totalement défensive, qui n'a pas de souplesse, il n'y a pas d'énergie, enfin de logique de contre-attaque. L'idée, c'est on tient, mais la solution viendra de l'extérieur. Raynal était-il à même de comprendre que ces hommes pouvaient déloger les soldats du dessus du fort? La réalité est qu'après la perte du 2e blocos, 650 soldats français se retrouvent piégés à l'intérieur du fort de Vaux. La structure est initialement prévue pour en accueillir 250, et pourtant, ils vont devoir tenir en espérant être secourus. Les Allemands sont maîtres des 2 blocos qui sont là, ils sont sur le fort, là où on est. Ils sont montés sur une superstructure, au-dessus de la caserne. Ils sont à gauche et à droite du fort. Par contre, ils n'ont pas pu l'encercler complètement parce que les soldats français qui ont été repoussés en arrière, ils ne sont pas très loin. Ils sont qu'à 150-200 mètres. Ce qui empêche les Allemands de fermer en fait le cercle complètement. Donc le fort n'a jamais été totalement encerclé. Le problème, c'est que pour les Français, ils ne pouvaient pas sortir pour se rendre à 150 mètres parce qu'il y avait les mitrailleurs allemands qui balayaient les environs. Et de même, les Allemands de leur côté ne pouvaient pas être au-dessus en fait, de la caserne qui est derrière nous parce qu'ils pouvaient se faire tirer dessus par les Français qui n'étaient pas très loin. Donc cette histoire, tu vois, elle commence en extérieur ici et elle va se poursuivre à l'intérieur parce que les Français vont vouloir résister. Les Français ont donc érigé des barricades dans les tunnels du fort et doivent se replier dans cette toute petite partie. Nicolas nous y emmène pour nous faire comprendre l'état d'esprit qui y règne dans les jours qui vont suivre. Ils sont au-dessus, ils sont autour et donc on est là les uns sur les autres et avec un éclairage qui n'est pas du tout comme aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité dans le fort. Donc c'était de la lampe à huile, lampe à pétrole. Donc la lumière était bien plus blafarde. Ici, tu avais des odeurs très fortes, forcément, ils sont les uns sur les autres. Ça sent le cuir, l'équipement, la sueur, le soufre des explosions. Il y en a qui ne sentent pas forcément très bien parce que quand les obus explosent, ils rejettent du monoxyde de carbone en plus du soufre. Donc les types, il y en a qui sont un peu en état un peu vaseux comme ça. Les odeurs liées aux excréments sont très importantes aussi parce que les types ne vont plus pouvoir sortir. Donc le nuit va devenir très lourde. Et il y a une chose en fait, il y a 2 choses qui sont terribles qui ne vont pas être racontées par plusieurs par les anciens combattants. Mais imagine-toi, tu sais maintenant avec notre regard qu'on a sur l'expérience combattante, c'est que les blessés, il y en avait. Les blessés qui avaient été blessés au moment des combats des 2 coffres, ils avaient été ramenés au poste de secours qui est au bout de la galerie. Et les blessés, beaucoup gémissent,
beaucoup crient. Et ça, quand on ne peut pas stopper ça, en permanence, les voûtes, elles résonnaient de ces appels à l'aide, de ces supplications. Alors tu imagines très bien que psychologiquement, au bout d'une, 2, 3, 4 heures déjà, on doit être comme ça. Tu sais, il y a beaucoup d'anciens combattants, ils ne l'exprimaient pas parce qu'ils l'ont écrit dans beaucoup de carnets. Et si seulement les blessés pouvaient se taire. Si simplement les blessés pouvaient se taire. Il est difficile d'appréhender l'état de fatigue et d'angoisse de ces hommes attendant le retour des pigeons envoyés pour informer de leur situation. Seront-ils secourus? Vont-ils rester ici, entassés les uns sur les autres dans ce fort de la rive droite de la Meuse? Pris au piège, les soldats se retranchent pendant que les Allemands tentent de forcer les barricades. Donc tu entendais, boum, ces énormes explosions, des hurlements, les coups de feu. Et les types qui étaient là, qui étaient en attente, t'imagines, ils attendaient, ils priaient, ils s'accrochaient à leur objet d'espoir, ou ils faisaient le vide, en se disant mais comment ça va se terminer? Avec une peur de cet armement qui est le lance-flamme. C'est-à-dire que s'ils arrivent avec des lance-flammes, on n'a pas de sortie, on va tous se faire griller. Voilà, absolument, ils savent, ils connaissent cet armement-là. Et donc cette peur et le pic de stress qui redescend quand ils entendent c'est bon, on les a arrêtés, ou que les blessés qui passent font comprendre qu'on les a arrêtés. Oui, mais pour combien de temps? La situation dans le fort de Vaux est terrible. L'attente, la soif, les cris des blessés et les explosions. Les soldats attendent d'être libérés et espèrent que leurs barricades tiendront, ainsi que leurs maigres réserves d'eau. Je quitte un instant avec Nicolas le fort de Vaux. Il m'amène alors ici, en lisière de forêt. Nous sommes à R1. C'est ici que Charles Delvert et ses hommes connurent l'enfer de Verdun. Samedi 3 juin. Il y a près de 72 heures que je n'ai pas dormi. 2h30, les Boches attaquent à nouveau au petit jour. Du calme, les enfants. Laissez-les bien sortir. On a besoin d'économiser la marchandise. 25 pas. Tapez-les dans la gueule. À mon commandement. Feu. À 6 heures, les brancardiers Boches sortent ramasser leurs blessés. J'empêche de tirer de dessus. À 14 heures, nous sommes accablés d'obus. Une rafale démolit 2 mitrailleuses. M'enterre toutes les munitions. Hache un servant et en blesse 2 autres. À 17h15, nouvelle rafale. En parallèle des événements qui se déroulent à l'intérieur du fort, dans son retranchement, Charles et sa compagnie tiennent bon. Charles décrit dans son carnet leur réalité très dure des combats de Verdun. Avec d'abord la privation de tout. Le sommeil qui s'ajoute au manque d'eau et de nourriture, les ravitaillements qui n'arrivent pas. Comme au fort de Vaux, les hommes ont soif et n'hésitent pas à boire de l'eau croupie dans les trous d'obus, une eau qui, comme le rapporte Charles, goûte le cadavre. Une situation terrible que l'on retrouve également du côté allemand. Ensuite, le capitaine évoque les bombardements, incessants. Le nombre d'obus tirés à Verdun est tellement aberrant qu'on parle d'un obus tous les 2 à 3 mètres carrés. Les historiens parlent de 80% de pertes liées à l'artillerie. Charles et ses hommes doivent donc faire face à l'infanterie ennemie qui les harcèle et menace de les encercler, l'artillerie allemande mais aussi française qui bombarde R1 à partir du soir du 2 juin et les jours qui vont suivre. Une preuve du chaos qui règne et de la difficulté de communiquer sur le champ de bataille malgré les fils téléphoniques, les fusées éclairantes et les estafettes qui n'arrivent pas à destination. 4 juin. Les bombardements recommencent. Cette fois, ce sont les nôtres qui tirent, mais sur nos propres tranchées. Un vrai tir de démolition. 2 dans la journée, c'est beaucoup. Celui-ci est plus terrible encore que le premier. Ce déchaînement de violence se remarque encore aujourd'hui quand vous prenez le temps de vous balader sur le champ de bataille. Si les arbres ont été plantés après la guerre, les trous d'obus sont partout et témoignent d'une concentration de feu effrayante. Aujourd'hui encore, ce paysage est saisissant. Le soir du 4 juin, après des jours et des nuits à défendre la position, on annonce à Charles qu'il sera relevé avec ses hommes. Enfin, ils pourront souffler. Mais à 23h, arrive un courrier du colonel. En raison des circonstances, le 101e ne peut être relevé. Merci. Quel déconvenu pour mes pauvres troupiers. Ils font l'admiration du lieutenant Claude. Il y a de quoi. Il n'en reste plus que 39. Mais quels braves gens. À cette note, on y joint une autre.
Occupez-vous toujours R1. Occupez-vous toujours R1. Preuve que la hiérarchie militaire du secteur a ignoré la présence française, pensant que l'offensive allemande avait tout balayé. Pourtant non. Delver, ses hommes et ses morts sont encore bien là. Je retourne un instant au fort de Vaux, où je retrouve Charles de l'équipe du musée avec qui j'échange sur la situation très compliquée à l'intérieur de la structure. Voilà 4 jours que le commandant Raynal et ses hommes subissent les assauts allemands dans les tunnels du fort et que l'eau commence à gravement manquer. Dans la journée du 6 juin, est ordonnée depuis les lignes arrières une tentative de reprise du fort par les troupes françaises. Emmené par un certain Léon Buffet qui avait réussi 2 jours auparavant à quitter la place forte pour rejoindre les lignes alliées pour prévenir de la situation à l'intérieur. Souvenez-vous bien de Léon, ce sera important pour la suite. Une fois l'assaut lancé, l'état des hommes à l'intérieur les empêche de le soutenir. Ce dernier échoue. Les hommes de Raynal ne pourront plus être secourus. Mais dans cette journée du 6, eh bien, le commandant Raynal, lui, il va faire le tour de la galerie. Et ce qu'il va le voir va énormément le terrifier, puisqu'il va se rendre compte que notamment au niveau des blessés, déjà on a les râles quotidiens de ces blessés qui sont très pesants pour les hommes, mais surtout on est à tel point d'un manque d'eau que certains blessés en sont au point de boire leur urine. Et surtout, il va également voir d'autres hommes à lui qui sont en train de lécher les murs pour essayer d'avoir de l'humidité. Là, il a parfaitement compris, le combat n'est plus possible. On est maintenant dans la nuit du 7, même le 7 au matin, et Raynal, donc, après avoir réuni son conseil, ses gradés autour de lui, décrète que il faut rendre le fort, la reddition du fort, qui aura donc lieu au 7 juin au petit matin. L'épisode de la reddition du fort est un objet d'analyse intéressant. Comme vous l'avez compris sur le fort de Vaux, la question du ravitaillement de l'eau est un problème. Dans un fort surpeuplé et assiégé, ce n'est plus un problème, c'est une catastrophe. C'est justement la manière dont les restrictions d'eau ont été organisées par le commandant Raynal qui vont être source de divergences. D'abord, dans ses mémoires écrites après la guerre, le commandant explique avoir organisé et fait distribuer les ultimes réserves d'eau à ses hommes. Il ajoute même, dans un second temps, distribution que j'ai réservée en résistant à toutes les demandes. Une version en contradiction avec d'autres témoignages qui expliquent que les règles de restriction d'accès à l'eau dans le fort n'ont pas été respectées et que la cuve où je me trouve s'est retrouvée complètement vide à la surprise du commandant. En réalité, c'est l'un de ses sergents qui va venir le prévenir de la situation. Raynal crie alors à la trahison et ne comprend pas ce qu'il s'est passé. Et c'est cet événement qui va le pousser ensuite à proposer à ses hommes de tenter leur chance dehors, dont Léon Buffet. Et concernant le commandant Raynal, ça sera le dernier à évacuer du fort, parce que les Allemands ont quand même peur que le fort soit miné par les Français. Il va évacuer en dernier pour justement vérifier qu'il n'y a pas eu de piège installé. Et ce commandant Raynal, eh bien, dans sa captivité, ira jusqu'à rencontrer le Kronprinz, donc le fils de l'empereur à ce moment-là, qui lui remettra les honneurs et qui surtout va lui apprendre quelque chose que le commandant Raynal ne pouvait même pas imaginer, c'est qu'à ce moment-là, le commandant Raynal ayant rendu le fort, il pense que, limite, peut-être pas être fusillé, mais qu'il va être condamné pour ça. Et on lui apprend que finalement, il est fait chevalier de la Légion d'honneur. Alors là, le commandant Raynal est totalement circonspect, il ne comprend pas vraiment la situation. Et en fait, il faut revenir sur le jeu de propagande de base. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, celui qui est à la tête de l'armée globale en France, c'est celui qui va devenir le maréchal Joffre. Et Joffre, ça a toujours été un peu son défaut, c'est qu'envers Verdun, c'est toujours une bataille qui l'a énormément dérangé, Verdun. Il ne l'aborde pas, lui, sa grande bataille, c'est la Somme à ce moment-là. Et on lui dit, on lui explique ce qui se passe dans le fort de Vaux. Et on lui dit, vous pourriez faire quand même quelque chose, mettre en avant finalement ces combats-là. Et Joffre, qui est un petit peu pris de court quand même, se dit, vous considérez que je fais rien pour Verdun, que je le mets jamais en avant. Donc il va faire passer par les ondes de la Tour Eiffel, c'est-à-dire que tout le monde va l'entendre, même les Allemands et ainsi de suite. Il va faire passer son ordre du jour qui est de remettre finalement la Légion d'honneur à ce commandant Raynal. C'est pas par une volonté forcément en soi de le mettre en avant Raynal lui-même, mais c'est juste pour faire comprendre que, vous voyez, je m'en occupe de Verdun. Je m'en occupe de Verdun. Mais c'est plus une image qu'autre chose. Mais finalement, par cette diffusion globale, notamment par le biais de la Tour Eiffel, les Allemands l'avaient capté également, et ce qui va faire que le Kronprinz va annoncer devant lui, alors qu'il est en captivité, à ce commandant Raynal qu'il a été fait, donc qu'il a obtenu cette Légion d'honneur. Le choix d'attribuer cette décoration est, vous le comprenez, éminemment politique. Sans réellement comprendre ce qui se passait à l'intérieur, les journaux de l'époque ont largement répandu l'histoire des soldats français du fort de Vaux. Un cas médiatique très intéressant. En réalité, Verdun est un cas médiatique intéressant. Dès l'annonce de l'attaque sur la ville et ses forts en février 1916, la population est anxieuse et craint un désastre.
Pour y répondre, le gouvernement et l'armée vont largement utiliser la presse pour d'abord rassurer la population et ensuite glorifier le sacrifice des héros de Verdun. Les journaux vont abondamment mettre en avant le quotidien des soldats, un quotidien qu'on évite de montrer de façon trop brutale mais qui permet quand même de faire de ces soldats des héros, des martyrs. De cet intérêt grandissant du public et de la presse pour Verdun va naître l'image d'un homme, celui qui sera par la suite systématiquement associé à la défense de la ville, Pétain. Allongeant la durée des permissions, se faisant filmer buvant la soupe au milieu des hommes, ce général que personne ne connaissait au début de la guerre devient le sauveur de Verdun, le vainqueur d'une bataille vécue à l'époque comme décisive. D'ailleurs, le commandant Raynal, dans ses mémoires, prend le temps de saluer le futur maréchal. Il n'est pas possible en effet d'évoquer les événements de Verdun sans qu'apparaisse immédiatement la mâle figure de celui qui fut notre grand chef. Pétain s'impose à notre admiration. Le fort de Vaux est pris avec ses hommes le matin du 7 juin 1916. La veille, Charles d'Elvert et ses hommes ont enfin été relevés. Le retranchement R1 a tenu. 17 h. L'ordre de relevé est arrivé, pourvu qu'il soit définitif. Nous laisserons nos morts comme souvenir dans la tranchée. Ils les ont pieusement placés hors du passage. Je les reconnais. Voici Cosset et sa culotte de velours. Aumont, pauvre petit, classe 16. Et Pinguenet, et Génin, et Lorère, et Crinière, et tant d'autres. Hélas, que de lugubres sentinelles nous abandonnons. Ils sont là, alignés sur le paradeau, raidis dans leur toile de tente dégoûtante de sang, garde solennelle et farouche de ce coin de sol français qu'ils semblent, dans la mort, vouloir encore interdire à l'ennemi. Alors qu'il est arrivé avec une compagnie d'environ 170 hommes à R1, Charles d'Elvert rejoint les lignes arrières du front, avec seulement 8 de ses compagnons. Quand je dis capitaine de la 8e compagnie, R1, je me rends compte de l'horreur de la situation dans laquelle nous nous trouvions. On nous regarde comme des rescapés. On nous offre à boire, on nous félicite, on nous embrasse. Nous sommes arrivés, la fin du martyre. Ainsi s'achève Verdun, pour Charles d'Elvert et ses hommes au matin du 6 juin 1916. La fin de la souffrance, de l'attente, de la faim, de la soif et des obus. Pour l'instant. Avant de moi-même quitter R1, l'équipe du mémorial m'a fait une surprise en m'amenant un objet inattendu. Et donc ce qui est assez remarquable, c'est que là, je crois qu'on peut le dire que pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, donc son revolver, c'est le revolver de Charles d'Elvert, eh bien, il retourne à R1. Voilà. Donc voilà un objet qui était témoin donc, des événements dont je t'ai parlé, tu vois, en tant que tel, c'est quand même assez émouvant. Voilà. Donc c'était son arme, l'arme de service qui était là pendant ces journées d'enfer, pendant la défense du retranchement R1. Moi, je crois pas me tromper en disant que c'est une première. En tant que mais je me permets bien de sûr, non, bien sûr, juste avec une main. Bien sûr. Wow. Tenir ici dans ce retranchement le pistolet de Charles d'Elvert est une sensation, je vous l'avoue, très spéciale. Ce pistolet, comme un témoin du passé, nous rappelle les jours terribles de l'offensive allemande sur R1. La bataille de Verdun prend fin pour les Français le 18 décembre 1916, avec la reprise d'une grande partie du terrain perdu en février, dont le fort de Vaux. Une bataille de 300 jours d'enfer, qui auront coûté la vie à plus de 300 000 hommes. Si la guerre s'est arrêtée pour le commandant Raynal après la prise du fort, Charles d'Elvert est lui retourné au front. Blessé à 2 nouvelles reprises, il finira la guerre dans un état-major, puis retournera à la vie civile à la suite du conflit. Il sera élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur en 1927. De retour en classe, les rapports d'inspection questionnent les méthodes pédagogiques du professeur d'histoire, mais mettent aussi en avant un fort bégaiement chez l'ancien capitaine, marqué par la guerre dans son corps et dans son âme comme tant d'autres. Si le récit du fort de Vaux et de Raynal ont largement été repris après la guerre, le petit carnet de Charles d'Elvert
sera publié dans de grands ouvrages collectifs plus intimistes et destinés aux anciens combattants. La différence de traitement entre deux événements qui se sont déroulés au même moment à quelques centaines de mètres de distance peut paraître pour certains injuste. Il est surtout révélateur du processus de construction de la mémoire et de ses héros. En France, on aime beaucoup parler de 14-18 pour ne pas parler de ce qui s'est passé pendant l'occupation. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas 100% de résistants. Ça a été montré par tous les travaux par la suite, Henri Rousseau, Robert Paxton, sur ce qu'on appelle le mythe résistentialiste. Mais du coup, vous voyez, tu vois, dans cette interaction entre les deux guerres, en France, on aime beaucoup parler de 14-18 parce que c'est la guerre gagnée. C'est la guerre, évidemment héroïque, républicaine, le soldat et le poilu pensé comme un peu le citoyen modèle qui s'est sacrifié pour la République. Et Verdun, évidemment, est le paradigme de tout ça. Verdun n'est ni la bataille la plus meurtrière, ni la plus décisive de la guerre. Mais son traitement pendant et juste après le conflit par les pouvoirs publics, militaires, la presse, la littérature ou encore le cinéma, fait de cet épisode un événement presque fondateur de la France post-Première Guerre mondiale. Une mémoire, racontée à l'arrière mais aussi vécue par les anciens combattants, qui voient Verdun comme LA bataille, celle où chacun se devait de participer. Dès les années de l'après-guerre, il y a quand même une évolution de Verdun, et du coup on en arrive à ce grand symbole de septembre 84, où Helmut Kohl, le chancelier allemand, et François Mitterrand, le président français, se tiennent la main à Verdun, qui est un symbole énorme, qui n'était pas voulu d'ailleurs, Mitterrand, et personne n'avait prévu ça, la diplomatie n'avait pas prévu ce moment-là, donc c'est Mitterrand, je crois, qui pense ce moment-là et qui agit spontanément, donc c'est un moment qui est très important, et qui rajoute à Verdun, qui part Verdun, d'une signification complètement différente. De la bataille allemand contre français, elle devient la bataille franco-allemande, avec aussi l'intégration de l'ossuaire de Douaumont comme un symbole de la mort anonyme de ces soldats qui se sont battus les uns contre les autres et qui se retrouvent d'une certaine manière dans la mort les uns avec les autres. Aujourd'hui, le temps a passé, et le souvenir de Verdun n'est plus celui d'une bataille opposant Français et Allemands. Elle scelle au contraire l'union de nos mémoires qui fait de nos ancêtres les mêmes victimes d'une folie meurtrière. Et des lieux tels que l'ossuaire de Douaumont, sont là pour nous le rappeler. L'évêque, haletant, vient s'appuyer quelques instants au mur de mon PC. Sa bonne figure d'honnête et brave homme est creusée. Les yeux cerclés de bleu semblent sortir de la tête. « Mon capitaine, je n'en puis plus. Nous ne restons que 3 brancardiers. Les autres sont tués ou blessés. Voilà 3 jours que je n'ai pas mangé, que je n'ai pas bu une goutte d'eau et que je ne suis pas allé à la selle. On sent que ce corps frêle ne tient que par un miracle d'énergie. Maigre comme il est, il ne doit pas peser plus de 50 kilos. On parle toujours de héros. En voici un, et des plus authentiques. Il n'a pas la croix de guerre. C'est un brave homme, tout modeste, qui fait son devoir sans se soucier des balles et des marmites, qui fait son devoir en crever. C'est un vrai héros. Si l'ossuaire de Douaumont est le lieu de recueillement, le mémorial de Verdun est celui de la transmission de l'histoire. J'en profite pour sincèrement remercier le mémorial et les gens qui y travaillent pour leur accueil. C'est eux qui ont rendu cette vidéo possible, alors pour ça, merci beaucoup. Si l'équipe est géniale, le musée lui l'est tout autant. Et je vous le dis, c'est sûrement le plus beau musée que je n'ai jamais visité, que ce soit la scénographie, la qualité de la médiation et des collections. Alors n'hésitez pas à venir vous aussi, vous perdre dans les couloirs du mémorial et dans les chemins creux de Verdun. Peut-être y croiserez-vous l'histoire de certains héros ordinaires au destin extraordinaire.